Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on attaque un gros morceau. On va décortiquer le manutention mécanique guide complet 2026-2030. C'est carrément la Bible des années à venir pour les secteurs de la construction, de l'industrie et de la logistique. Faut bien se rendre compte d'une chose, sans la manutention mécanique, nos infrastructures modernes ou nos entrepôts géants, ils seraient tout simplement à l'arrêt. C'est vraiment le cœur battant de la productivité physique. Mais, comme on va le voir, c'est aussi un milieu où la marge d'erreur est tout simplement inexistante. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va poser les bases avec la définition et les enjeux. Ensuite, petit tour d'horizon des équipements clés. En 3, on abordera les risques majeurs. En 4, les mesures de prévention indispensables et on terminera logiquement par les bonnes pratiques et la maintenance. C'est parti! On commence donc tout de suite avec notre première partie, définition et enjeux, histoire de vraiment bien comprendre les bases. Avant même de penser à déplacer des tonnes d'acier ou de béton, il faut savoir de quoi on parle exactement. La définition est hyper claire. En fait, la manutention mécanique, c'est l'ensemble des opérations qui permettent de déplacer, de lever ou de positionner des charges, mais spécifiquement à l'aide de machines. Que l'on soit sur un chantier balayé par les vents, dans le silence relatif d'un immense entrepôt logistique ou au beau milieu d'une usine, c'est littéralement le pilier qui nous permet de nous affranchir de nos propres limites physiques. Et pour bien saisir l'enjeu, il suffit de comparer avec la manutention manuelle. D'un côté, on a l'effort humain. Ça fatigue vite, c'est limité en termes de poids, même si c'est globalement moins cher. De l'autre côté, on a la machine. Là, la productivité explose, on soulève des charges hallucinantes, mais attention, ce transfert, il a un prix. On soulage le corps humain de l'effort direct, oui, mais on introduit un spectre de risques mécaniques complètement nouveau, lié à la puissance brute de ces engins. Ce qui nous amène directement à notre deuxième partie, les équipements clés. C'est là qu'on voit vraiment la puissance en action. Parce que pour soulever tout ça, il faut un arsenal de pointe et il est ultra spécialisé. On pense bien sûr tout de suite aux majestueuses grues de chantier qui vont chercher des hauteurs vertigineuses. Ensuite, impossible de faire l'impasse sur les chariots élevateurs, les stars incontestées des entrepôts. Il y a aussi les palans et les treuils, parfaits pour une précision verticale vraiment millimétrée, ou encore les ponts roulants qui survolent carrément les chaînes de production, sans oublier toutes les nacelles et grues mobiles. Bref, une diversité incroyable qui montre jusqu'où l'ingénierie moderne peut aller. On passe à la troisième partie, les risques majeurs. Et oui, il faut parler des dangers de la force mécanique. Quand on déploie une telle puissance au milieu d'un environnement complexe qui grouille d'activité, les enjeux deviennent dramatiques. D'ailleurs, le guide 2026-2030 souligne un point absolument crucial, je cite, « Mal maîtrisée, elle représente une source majeure d'accidents graves sur les chantiers. » On ne parle pas de petits incidents sans gravité ici, on parle d'une question de vie ou de mort. La force déployée par ces équipements ne laisse littéralement aucune place à l'improvisation ou à l'erreur d'appréciation. Alors, quels sont ces risques concrètement ? Eh bien, l'un des plus redoutés et malheureusement des plus fréquents, c'est la chute de la charge. C'est souvent provoqué par une surcharge ou une mauvaise fixation. Il y a aussi les risques terribles d'écrasement ou carrément le renversement de la machine elle-même sur des terrains instables. On compte aussi les collisions avec des structures ou des travailleurs, tout ça sans oublier les ruptures mécaniques pures comme un câble qui lâche, et bien entendu la fameuse erreur humaine. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a des facteurs qui viennent aggraver la situation. Prenez la météo, par exemple. Un bon coup de vent et de fortes rafales peuvent transformer une opération de routine en cauchemar absolu. Ajoutez à cela un manque de formation, une communication un peu floue sur le chantier, un entretien bâclé du matériel ou une surcharge de la machine, et là, on multiplie les risques de manière exponentielle. Heureusement, face à ce tableau un peu intimidant, on ne reste pas les bras croisés. Ce qui nous mène à la quatrième partie, les mesures de prévention, pour protéger les vies. La réglementation impose des cadres très stricts. Il faut savoir que la sécurité, ça s'organise. C'est un processus hyper logique. Tout commence bien avant d'allumer le premier moteur, avec ce qu'on appelle le plan de levage. C'est une organisation méthodique où on planifie tout. Ensuite, on passe à une inspection ultra rigoureuse de tout le matériel. Et enfin, on met en place une signalisation et une communication sans faille sur le terrain, souvent avec des chefs de manœuvre dédiés, pour que tout le monde se comprenne parfaitement. En plus de cette organisation, on a une sorte de trépied obligatoire en matière de prévention. Déjà, la formation et l'habilitation. Le fameux CAS, c'est la base pour s'assurer que l'opérateur maîtrise sa machine. Ensuite, une discipline de fer sur le respect des charges maximales. On ne joue jamais avec les limites d'un engin. Et enfin, le bouclier physique ultime, les EPI. Le casque, les gants, le gilet à haute visibilité, les chaussures renforcées. C'est littéralement ce qui sauve des vies au quotidien. Et on arrive déjà à notre cinquième et dernière partie. Bonne pratique et maintenance. Parce que l'objectif, c'est de pérenniser cette excellence, de garder ce niveau de sécurité tous les jours de l'année.
Sur le terrain, la frontière entre l'erreur et la bonne pratique détermine la fin de la journée. D'un côté, on a les erreurs classiques et super dangereuses, surcharger pour aller plus vite, zapper les procédures ou tolérer des passages sous une charge suspendue. De l'autre, on a les vraies pratiques d'excellence. On planifie à l'avance, on utilise un chef de manœuvre qualifié pour guider l'opérateur et on interdit systématiquement l'accès à la zone située sous la charge. C'est le jour et la nuit. Bien sûr, tout ça ne tient pas sans une maintenance préventive irréprochable. C'est l'action proactive qui évite les grosses défaillances mécaniques dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire vérifier les câbles à la loupe, tester la réactivité des freins, inspecter chaque millimètre des crochets et bien lubrifier tous les systèmes. C'est tout ce travail de l'ombre qui permet à ces colosses d'acier de fonctionner en sécurité. D'ailleurs, la section FAQ du guide aborde une question essentielle qui résonne un peu comme la synthèse de tout ce qu'on vient de dire. Comment, concrètement, réduire significativement les accidents liés à la manutention mécanique? C'est la grande question. Eh bien, la réponse tient en une équation imparable. C'est vraiment l'information cruciale à retenir. Les opérations sûres ne peuvent exister sans combiner 3 éléments. Une formation adéquate, plus un équipement parfaitement adapté à la tâche, plus une discipline rigoureuse sur le chantier. C'est un tout. Si on respecte ce triptyque, la manutention mécanique cesse d'être une menace et devient ce puissant levier de productivité qu'elle est censée être. Alors, pour terminer cette analyse, voici une petite réflexion qui mérite qu'on s'y attarde. Quand on regarde un immense bâtiment en construction ou un port logistique, est-ce qu'on prend vraiment la mesure de cette incroyable force brute qui opère juste au-dessus de nos têtes? Parce que derrière chaque charge colossale suspendue dans les airs, il y a une chorégraphie millimétrée de compétences, des normes ultra strictes et un filet de sécurité invisible mais bien réel. C'est une réflexion qui change définitivement notre regard sur ces géants de métal, n'est-ce pas?